Chères formatrices et formateurs de français, chères enseignantes, chers enseignants, chers acteurs, actrices au service de la langue française en France et à l'international, un grand bonjour à toutes et à tous pour cette table ronde institutionnelle et virtuelle du premier BELC numérique. Je salue aussi tous nos invités que je vous présenterai tout à l'heure, qui vont donc animer cette table ronde institutionnelle que nous organisons chaque année dans nos BELC été et hiver, et qui permettent de donner la parole, pas à tous les partenaires français de la francophonie, mais on essaye de donner la parole aux principaux partenaires français de la francophonie. Alors, c'est une table ronde virtuelle, hélas, on aurait aimé tous vous accueillir à Sèvres dans la salle Marie Curie, comme nous le faisons chaque été. Nous y avions fêté l'an dernier les 20 ans du BELC hiver, et vous étiez à cette époque 186 participants venus de 35 pays différents. Mais donc cette année, malheureusement, nous n'avons pas pu l'organiser en présence. Mais vous allez voir, on va essayer de vous donner le plus d'informations sur les acteurs de la francophonie aujourd'hui en ce début d'année 2021. Alors, dans ce contexte de la pandémie, et chacun vous expliquera un peu comment nous sommes tous adaptés, à France Éducation Internationale, je suis Stéphane Foin, le directeur général adjoint de l'établissement. Comme tout le monde, nous avons essayé au maximum et le plus rapidement possible de nous adapter. Tout d'abord, c'était cet été, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, on a expérimenté un nouveau format. On a appelé cela un campus numérique. Alors, ce n'était pas vraiment un BELC, parce que c'était surtout des actions de formation asynchrones, mais vous étiez très nombreux, plus de 20 000 en ligne pour ce premier campus numérique à l'été 2020. Et là, cet hiver, nous testons des formations différentes, avec cette fois-ci beaucoup plus de synchronie, avec des classes virtuelles pendant ces 2 semaines, des webinaires également. Donc vous voyez des formules mixtes, hybrides, et toujours avec notre réseau d'experts associés que je remercie pour sa mobilisation et son sens de l'adaptation. Donc cette semaine, vous inaugurez ce premier BELC numérique entièrement à distance, et nous allons nous adapter, nous ajuster. Ce sera peut-être pas encore complètement parfait pour cette première édition, mais on sera en attente de vos retours. Et pour nous, à France Éducation Internationale, avec ce changement de nom de ce qui était le CIEP, c'est un tournant très important de passer comme ça sur une formation entièrement à distance, juste après la célébration de nos 75 ans. C'est donc vous qui constituez cette première promotion, et c'est un moment historique. Alors, qui êtes-vous justement qui nous écoutez, qui suivez cette première semaine de formation? Eh bien, vous êtes un peu plus nombreux que l'an dernier. Vous êtes, d'après notre dernier pointage, 226 participants, donc présents sur ce BELC, et vous venez là aussi de plus de pays. C'est l'avantage, parmi tous les inconvénients qu'il peut avoir, mais c'est l'avantage d'offrir des formations entièrement à distance. Vous venez de 45 pays différents. Alors, je ne peux pas, on aime bien quand on a tous les stagiaires présents avec nous, leur donner la parole et identifier qui vient de quel pays. Bon, là, on ne pourra pas le faire, mais en quelques mots et de façon résumée, donc, vous êtes 87, vous venez de tous les continents, et vous êtes 87 participants d'Afrique, donc le continent le plus représenté de peu, vous allez voir, 85 stagiaires venus d'Europe, 39 d'Asie, c'est quand même assez exceptionnel, 8 d'Océanie et 7 stagiaires d'Amérique. Et parmi cette représentation de tous les continents, on peut retenir 3 contingents plus importants que d'autres. Les stagiaires qui viennent de France, 64, d'Algérie, 34 stagiaires, et de Thaïlande, 20 stagiaires cette année. Alors, vous avez vous travaillez dans des environnements professionnels très différents. Beaucoup viennent du réseau culturel des instituts français ou des alliances françaises.
Mais beaucoup d'entre vous travaillent aussi dans des établissements primaires, secondaires ou universitaires, dans des écoles privées ou également certains sont en formation professionnelle. Alors, ce BELC numérique que nous avons préparé pour vous donc, se constitue, vous l'avez vu, d'un panel de 21 modules de formation professionnelle que l'on espère les plus exhaustifs possibles pour cette première édition, répondant à une grande variété de situations. Ils sont répartis, comme d'habitude, en 3 domaines, piloter, évaluer, enseigner, donc 6 modules pour le domaine piloté, 1 module pour évaluer et 11 modules pour enseigner. Et donc, on propose cette année 11 parcours en classe virtuelle, ce qui est un très très grand effort et un petit exploit technologique pour nous. 11 parcours en classe virtuelle, 6 parcours tutorés à partir de notre plateforme et 4 parcours hors connexion. Donc vous voyez, c'est très différent de ce que l'on faisait cet été dans le campus numérique. Et là, on essaye d'avoir un vrai BELC numérique. Donc nous serons à l'écoute de tous vos commentaires, vos retours, et je l'espère avec le moins de problèmes techniques possible. Je voudrais maintenant présenter rapidement tous nos intervenants qui vont se succéder. Tout d'abord, Dominique de Priester, qui représente le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Bonjour Dominique. Judith Rose, qui représente, elle, l'Institut français. Bonjour. Jean-François Hans, qui représente la Fondation des Alliances françaises. Voilà. Cécile Ecal, qui représente la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France. Bonjour. Claire Extramiana, qui représente la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Et Marc Boisson, qui représente la Fédération internationale des professeurs de français. Je passe maintenant la parole à Juliette Salabert, qui est la directrice du département langue française et que beaucoup d'entre vous connaissent, je crois. Et juste avant, je voudrais, en remerciant très chaleureusement nos invités de s'être libérés pour cette table ronde et d'avoir préparé le mieux possible cette table ronde avec nous, remercier à travers Juliette tous les collègues du département langue française de France Éducation Internationale qui sont vraiment mobilisés depuis 2-3 mois comme des folles et comme des fous pour réussir à monter cette semaine exceptionnelle et ce premier BELC numérique. Un grand merci, et aussi au service support de France Éducation, au service notamment de la communication qui nous permet de faire cette retransmission, et bien sûr, vous l'imaginez, à tous nos collègues du service informatique qui sont sur le pied de guerre, qui ne dorment plus depuis une semaine à peu près pour que tout fonctionne, on l'espère, du mieux possible. Bravo, et puis donc bonne mobilisation pour cette semaine, et Juliette, je vous cède la parole. Merci Monsieur Foin, merci pour vos encouragements. Alors à mon tour de remercier aussi l'ensemble des panélistes, nos partenaires qui ont répondu présents à l'appel comme tous les ans, que ça soit en présence ou à distance, vous êtes à nos côtés dans des conditions difficiles qui sont les conditions du télétravail que nous vivons tous, et vraiment un grand merci pour votre présence. Cette table ronde, qui est la première table ronde du BELC numérique, pour nous, elle est, je dirais encore plus que jamais, un moment essentiel pour notre public. Et pas seulement, puisque vous savez que cette vidéo va être en libre accès sur notre plateforme et sur notre site internet, et donc elle sera vue, nous l'espérons, par un nombre encore plus important de participants. On a décidé cette année donc de vous réunir en changeant un tout petit peu le format habituel, où effectivement vous profitiez traditionnellement de cette table ronde pour présenter vos institutions. Tous les documents que vous nous soumettrez, ils seront accessibles sur notre plateforme, et la contrainte qu'on vous a imposée aujourd'hui, c'est d'essayer de vous donner 5-10 minutes de parole sans support visuel pour faire finalement de cette table ronde plutôt une tribune. L'idée étant pour nous que vous puissiez transmettre le plus librement possible en fait vos messages à l'ensemble des acteurs de la promotion et de la diffusion du français dans le monde qui nous regardent. L'année 2020 qui est derrière nous maintenant a été une année d'épreuve pour tout le monde. L'année 2021 qui s'ouvre risque d'être malheureusement difficile. Alors vraiment,
vraiment, l'idée très simple et la question très simple, somme toute, que je vais vous poser est la suivante. Quel message, en termes de priorité, de positionnement, voire peut-être aussi de soutien, quel message vous souhaitez adresser à nos publics en ce début d'année et comment nous pouvons faire ensemble en sorte de traverser cette année 2020 d'une manière concertée, solidaire et créative. Voilà, on a besoin de vous entendre. Je pense que le public de la coopération éducative et des enseignants ont besoin de vos messages pour lancer cette année 2021 et essayer de la vivre le mieux possible. Donc, je vais tout de suite céder la parole au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, premier soutien de cette Université des Verts, et je demande donc à Dominique de Priester, chef de la mission langue française et éducation, de bien vouloir prendre la parole. Eh bien, merci beaucoup de me donner la parole. Donc, bonjour à toutes et à tous. Évidemment, un petit peu frustré de ne pas pouvoir vous rencontrer aujourd'hui parce que dans ces tables rondes institutionnelles, à la fin, il y a un moment d'échange avec la salle, les participants, et c'est toujours un moment très, très, très riche. Et c'est toujours extrêmement intéressant aussi pour nous qui travaillons à Paris de voir le retour de ceux qui, sur le terrain, portent, diffusent, enseignent la langue française. Donc, heureux d'être avec vous aujourd'hui, mais quand même un petit pincement au cœur de ne pas vous voir sous les yeux, de pouvoir échanger avec vous en chair et en os. Un grand bonjour et aussi vraiment, un premier message serait j'ai toujours l'impression d'être parmi vous, comme parmi une collectivité, une communauté dont tous les membres partagent une passion qui est celle de la transmission, de l'enseignement et de la langue française. Et sachez, vous toutes et vous tous, les stagiaires du VELC et au-delà, que nous partageons tous cette passion et cet objectif commun de la diffusion de la langue française, que ce soit bien sûr au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et c'est vrai pour l'ensemble des partenaires de cette table ronde. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, pourquoi est-il invité aujourd'hui? Parce que parfois on me pose la question. Alors, je suis le chef de la mission pour la langue française et l'éducation. Ma mission fait partie d'une direction qui est la direction de la culture, de l'enseignement, de la recherche et du réseau, d'une grande partie du ministère qui est la direction générale à la mondialisation et qui, donc, de manière tout à fait importante, s'occupe à la fois des questions d'attractivité de la France à l'international, mais aussi d'influence sur l'ensemble des domaines, qu'ils soient les domaines d'influence classiques, intellectuels, culturels, linguistiques, mais aussi économiques. Donc, en fait, cette mission pour la langue française et l'éducation, au sein de cette direction, elle a affaire avec la diffusion de la langue française et des sujets d'éducation. Par exemple, c'est la direction qui assure le pilotage du réseau des instituts français, donc du réseau, de manière plus générale, de coopération et d'action culturelle, aux côtés, bien sûr, des amis qui animent les alliances françaises, et M. Hans prendra la parole tout à l'heure. Donc, on s'occupe du réseau. On assure aussi la tutelle de deux opérateurs extrêmement importants dans nos sujets d'enseignement, promotion et diffusion de la langue française, l'Institut français, d'une part, et Judith Rose vous adressera la parole tout à l'heure, et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui est un autre opérateur qui, lui, en fait, coordonne près de 540 établissements d'enseignement français dans le monde, établissements qui sont au nombre croissant par ailleurs en ce moment, et ce malgré la crise. Donc voici notre positionnement. Un autre message important également à l'attention de notre communauté, c'est qu'évidemment cette année 2020 n'a ressemblé à rien d'autre. Et je crois que nous tous, dans la diversité de nos métiers, de nos postes, de nos positions, eh bien, on a dû répondre à un nouveau contexte extrêmement perturbant. Évidemment, quand on enseigne, quand on transmet, on a besoin d'avoir des gens en face de soi. C'est difficile de passer par l'outil numérique.
comme au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, quand on fait de la diplomatie, c'est difficile également de se passer du contact avec les autres, puisque les échanges sont vraiment à la base de l'ensemble de nos métiers. Et évidemment, on a tous vécu ces échanges numérisés comme étant une dégradation de la qualité de notre travail. Mais cependant, on a tous résisté, on s'est tous adaptés. Et l'organisation de ce BELC, on est la démonstration. Cet été déjà, France Éducation Internationale avait vraiment réussi à mettre en place très rapidement une version numérisée du BELC d'été. Et je vois on progresse encore en termes de qualité d'organisation, de dématérialisation. Alors finalement, si ça nous permet de nous adresser à davantage de monde, eh bien c'est tant mieux. Et j'espère qu'on retrouvera rapidement un équilibre finalement entre l'échange physique, l'échange humain et l'utilisation des technologies numériques pour entretenir ce lien à distance. Donc malgré ce contexte hostile, on doit rester proche. Alors peut-être que ça parle à certains d'entre vous, puisque c'était le thème de la nuit des idées organisée par l'Institut français dans le réseau. Et pour nous, c'est extrêmement important de rester proche dans les mois qui vont venir. Rester proche pour échanger, pour partager, échanger des points de vue, permettre le débat d'idées entre nous tous. Et il est bien entendu que dans ce cadre-là, la langue française, qui peut être un point commun, même si on peut débattre dans toutes les langues et que la traduction permet l'échange le plus riche d'idées, eh bien, la langue commune est quand même un atout extraordinaire de cohésion, de compréhension mutuelle. Et dans un monde qui est éclaté, finalement, le fait d'œuvrer à entretenir un plurilinguisme, la maîtrise de plusieurs langues par les citoyens du monde. Pour nous, c'est un facteur extrêmement important, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, pour poursuivre les échanges, contribuer au débat d'idées permanent à la surface de la planète, pour faire en sorte que tout le monde se sente proche les uns les autres, au-delà des différences, que nous puissions nous en expliquer et débattre. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important de pouvoir entretenir cela aujourd'hui, et vous tous, vous y contribuez. Je parlais langue française et plurilinguisme parce que pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ce sont les deux facettes d'un même sujet, c'est-à-dire qu'on défend la langue française pour défendre la capacité de pouvoir s'exprimer dans une diversité de langues à la surface de la Terre. Vous savez qu'on est bien sûr très mobilisé sur cet objectif. C'est un objectif que le président de la République nous a fixé collectivement, qui souhaite en fait que la langue française soit une langue commune qui serve d'échange à un plus grand nombre de personnes, de faire du français une grande langue monde, une langue et un espace de partage également. Et c'est bien pour cela donc, que nous travaillons tous aujourd'hui. Donc, ce plan pour la langue française, le plurilinguisme que le président de la République a présenté il y a maintenant 3 ans, il continue à vivre, et nous continuons donc à soutenir tout ce qui permettra d'améliorer l'enseignement, la diffusion, la promotion de la langue française dans le monde. Ça va bien sûr du soutien aux centres de langue qui ont dû s'adapter dans le réseau très, très massivement. Ça passe par le soutien aux établissements d'enseignement français. Ça passe au soutien, c'est vraiment une priorité pour nous, au soutien aux établissements qui, à l'étranger, enseignent le français avec des filières qui sont francophones, en enseignant en particulier les disciplines non linguistiques. Donc, le ministère labellise des établissements dont la qualité est reconnue, c'est le label France Éducation, donc que l'on soutient. On a vraiment besoin, et on veut vraiment en fait mettre à disposition en particulier des enseignants qui interviennent dans ces filières labellisées Label France Éducation, les ressources qu'il faut, la formation, et vous êtes, je pense, un certain nombre d'entre vous sont des acteurs de ces filières, et on soutient donc des mobilités et des participations au BELC qui sont organisées également pour cela. Comme vous le voyez, donc en fait,
Ce moment 2020-2021, ça a été un moment de transition, mais nos objectifs restent les mêmes et on continuera donc à soutenir tous ceux qui portent la langue française dans le monde, toujours dans une conception qui est ouverte, qui est émancipatrice de la langue française. Donc je vous remercie toutes et tous et je vous souhaite un excellent stage et donc à très bientôt et en physique cette fois-ci, je l'espère. Merci beaucoup Dominique. Donc on retient bien hein, ces messages français langue monde et soutien au plurilinguisme, la langue française pour rester proche dans un débat d'idées permanent sur l'évolution du monde qui nous entoure. Je pense que tout ça est très clair et parle effectivement au public qui nous écoute. Alors peut-être pour aller un peu plus dans le détail de tout ce que les soutiens qui ont été mis en place et qui continuent d'être mis en place par l'Institut français, je souhaiterais passer la parole à Judith Rose, s'il vous plaît. Merci Judith. Merci Juliette et bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de participer à ce nouveau BELC d'hiver dans un format qui n'est évidemment pas le format habituel, mais qui permettra sans doute à terme de toucher encore plus de monde que d'habitude. Stéphane Fouin l'a rappelé. Donc merci beaucoup à France Éducation Internationale pour son invitation. Alors, je ne vais pas vous infliger de longues présentations institutionnelles. L'Institut français, cela a été rappelé, par mes prédécesseurs et l'opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture qui est chargé de promouvoir la culture et la langue française dans le monde, en étroite collaboration bien sûr avec le réseau culturel français dans sa double composante, Institut français et Alliance française. Et le pôle langue française de mon département en particulier poursuit 3 objectifs principaux. D'abord, bien sûr, appuyer l'action du réseau en faveur de la langue française. Et par réseau, j'entends à la fois les attachés de coopération éducative ou linguistique, les directeurs d'établissement, les directeurs des cours des centres de langue des établissements, bref, tous les personnels du réseau qui sont associés à la promotion du français. Le deuxième objectif, c'est de soutenir la qualité de l'enseignement du et en français à travers la planète. Et le troisième, de contribuer à renouveler les publics d'apprenants du français. Le tout avec un très fort accent mis par l'Institut français sur l'innovation, aussi bien d'ailleurs l'innovation technologique que l'innovation pédagogique. Donc vous le voyez, ce pôle langue française est au service de l'ensemble des professionnels de l'éducation francophone que vous représentez aujourd'hui. Alors, la crise qui nous frappe tous et qui a particulièrement durement affecté les milieux éducatifs nous a amené, comme l'ensemble des partenaires ici présents, à adapter très rapidement nos modalités d'action depuis 1 an. Et c'est un petit peu ce dont je voudrais vous parler rapidement, parce que je crois que comme toutes les crises, celle-ci, qui est effectivement très difficile, a aussi accéléré des mutations qui étaient déjà à l'œuvre, et qu'elle est en ce sens également porteuse de renouveau. Et je crois qu'il y a au moins 2 acquis de cette période sur lesquels nous allons tous pouvoir capitaliser à l'avenir. D'une part, et cela a déjà été rappelé, cette crise a évidemment accéléré notre prise en main des outils numériques. Alors le numérique, ça a été dit aussi, ça n'est pas la panacée, ça ne remplace évidemment pas le présentiel. Néanmoins, ça multiplie nos moyens d'agir et ça multiplie les publics que nous pouvons toucher. Et je crois que de ce point de vue, nous nous apercevrons tous d'ici quelques mois que nous avons fait un énorme bond en avant collectivement. D'autre part, et peut-être plus paradoxalement, mais Dominique de Priester l'a également souligné, je crois que cette crise a révélé la force du collectif. C'est-à-dire qu'elle a renforcé les réflexes d'entraide, les dynamiques collaboratives, elle a multiplié les échanges professionnels entre professionnels de la langue française et elle nous a amenés à travailler plus que jamais, en tout cas c'est quelque chose que nous avons constaté très fort à l'Institut français, à travailler plus que jamais en réseau. Alors quelques illustrations de ces 2 tendances, si vous le voulez bien, et sans tomber dans le catalogue. D'abord, nous avons nous aussi à l'Institut français lancé dès le mois de mars sur notre plateforme IFProf une série de webinaires à l'attention de l'ensemble des professionnels de l'éducation francophone pour les aider à s'adapter à la conjoncture. Naturellement, une grande partie de ces webinaires ont porté sur l'enseignement du français à distance. Il y a eu en 2020 près de 80 heures de webinaires dispensés sur cette plateforme
qui ont été suivis par près de 100 000 professionnels, qui étaient à la fois des collègues du réseau, mais aussi en très grand nombre des collègues des systèmes éducatifs, des cadres éducatifs, des enseignants, au niveau secondaire ou supérieur essentiellement. Et devant ce succès, nous allons poursuivre cette série en 2021 au rythme d'un webinaire par mois sur des sujets aussi variés que l'enseignement comodal, le français professionnel ou encore les ressources culturelles en classe de FLE. Donc, vous êtes tous les bienvenus sur ces webinaires. Je vous donne rendez-vous sur la plateforme ifprof.org. C'est entièrement libre d'accès et on sera très heureux de vous y retrouver. De façon plus générale, cette plateforme IFProf, qui fait l'objet d'une des mesures du plan présidentiel pour la langue française et le plurilinguisme, mentionné par Dominique de Priester, est une plateforme dont l'audience croît très rapidement à travers le monde et c'est aussi un réseau social précieux pour vous permettre de partager des ressources avec vos collègues, d'échanger avec eux sur les difficultés que vous rencontrez, sur les solutions que vous y apportez. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire si ce n'est déjà fait. Sans oublier d'ailleurs les plateformes CultureTech et IF Cinéma qui mettent à votre disposition un environnement culturel numérique très riche pour l'enseignement et l'apprentissage du français. Enfin, dernier petit exemple, nous avons également lancé en septembre, en lien avec notre ministère de tutelle, la Fondation des Alliances françaises et bien sûr le réseau culturel, une nouvelle campagne de communication sur le français, une campagne entièrement digitale de promotion de l'apprentissage du français auprès des 18-25 ans. Une campagne entièrement déployée sur les réseaux sociaux. Cette campagne s'intitule « Plus loin », plus loin étant la réponse à la question « Jusqu'où irez-vous avec la langue française ?» C'est une campagne très incarnée, avec beaucoup de vidéos de personnalités francophones, très colorées, très innovantes, assez ludiques, dont la première vague en septembre a connu un grand succès public. Nous lançons la deuxième vague le 15 février et là encore, elle est à votre disposition. Donc, je vous renvoie sur le site plusloin.io et si cette campagne vous plaît, je vous invite à la diffuser avec nous. Il ne vous en coûtera que quelques clics. Enfin, d'un point de vue plus stratégique et plus strictement réseau, je dirais, mais je sais qu'il y a parmi vous de nombreux collègues ou futurs collègues du réseau culturel. Nous avons engagé à l'Institut français, en lien avec nos tutelles, plusieurs travaux de moyen-long terme. Je voudrais juste vous en citer deux. Le premier, c'est la démarche qualité des instituts français et des alliances françaises, que l'Institut français pilote en lien avec de très nombreux partenaires présents autour de cette table virtuelle et qui fait l'objet de nouvelles modalités de déploiement dans les centres de langue du réseau pour une diffusion plus rapide et à plus large échelle. Cette démarche d'amélioration continue nous semble absolument cruciale pour renforcer la résilience et le rebond des établissements du réseau après la crise. Donc, je vous invite à vous y pencher si vous rejoignez le réseau culturel. Le deuxième grand chantier qui est piloté par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est celui de la transformation numérique du réseau. Notre tutelle nous a confié la réalisation d'une grande étude mondiale sur le sujet, assortie d'une étude plus fine sur l'usage du numérique et en particulier des cours de français en ligne dans les centres de langue des instituts français et des alliances françaises. Et c'est cette étude, dont les résultats sont attendus au printemps, en mars exactement, qui va nous permettre d'adapter notre stratégie et notre offre de cours en ligne aux besoins des établissements du réseau. Donc, je vous donne rendez-vous à ce sujet d'ici quelques semaines. Voilà, ce ne sont là que quelques exemples des actions que nous nous efforçons de mener pour et avec vous. Je pourrais en mentionner beaucoup d'autres. J'aurais pu vous mentionner la réflexion en cours sur le français professionnel avec la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France qui prendra la parole dans quelques instants. Mais je vais m'arrêter là en soulignant qu'il y a là des chantiers passionnants pour nous tous et de bonnes raisons, à mon avis, d'espérer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter la responsable du pôle langue française, Célestine Bianchetti, pour discuter de tous ces sujets. Nous sommes à votre disposition, à l'écoute de vos besoins et vraiment nous nous nourrissons de vos retours. C'est de cette façon, je crois, que nous réussirons à sortir de cette crise plus unis, mieux armés et mieux outillés pour l'avenir.
Je vous remercie. Merci beaucoup Judith pour ton intervention. Effectivement, on a tous été témoins dès l'été 2020 de l'extraordinaire agilité des équipes de l'Institut français et de la transformation quasi sous nos yeux d'IFProf, qui était toujours un outil très présent, mais qui est devenu beaucoup plus qu'un fil rouge, vraiment un lieu de débat d'idées, comme disait Dominique de Priester, où les participants ont pu échanger leurs innovations, leurs difficultés et aller plus loin, pour reprendre le terme de cette belle campagne qui sera donc inaugurée. On s'en fera l'écho le jour de l'ouverture du BELC, effectivement. Donc je passe peut-être maintenant la parole à Jean-François Hans, qui pourra nous parler du réseau des Alliances françaises. Jean-François, c'est à toi. Merci Juliette, merci pour cette invitation à participer au BELC d'hiver. Le réseau des Alliances françaises s'est réuni à la fin de l'année dernière à l'occasion d'un congrès numérique qui a pris place lorsque le congrès en présentiel, hélas, ne pouvait se tenir. Et ça a été l'occasion pour nous de faire un état des lieux de la situation des alliances françaises, et notamment dans le domaine de l'enseignement. Alors que la crise sanitaire a engendré des difficultés d'une ampleur inédite pour l'ensemble du réseau mondial et que l'incertitude demeure, c'est la résilience, la combativité et la créativité qui dominent. Loin de renoncer, les enseignants et les équipes pédagogiques des Alliances françaises ont à la fois démontré leur réactivité et partagé leurs premières solutions. L'idée qui domine est que cette crise doit être abordée comme une opportunité, comme une occasion de se réinventer, de préparer l'après-crise, d'apporter des réponses à des questionnements parfois anciens, trop longtemps restés sans réponse. Il est aujourd'hui plus indispensable que jamais de faire ensemble. En effet, cette crise a agi comme un révélateur, un accélérateur de difficultés et de problématiques souvent antérieures. Alors ces problématiques, c'est par exemple les questions de l'attractivité de l'offre, de la transition numérique dont il a déjà été question, de la fragilité quelquefois du modèle économique de certaines alliances françaises. Les mesures de confinement et de restriction de circulation prises dans la plupart des pays ont entraîné logiquement la fermeture transitoire de nombreuses alliances françaises avec des mouvements de réouverture et de fermeture qui ne sont pas, hélas, stabilisés. On le voit aujourd'hui dans beaucoup d'alliances françaises encore. Toutefois, la continuité des cours a été assez largement assurée par une offre à distance et des dispositifs divers ont été mis en place dans l'urgence. Alors, ça a été quelquefois de la simple transposition du cours présentiel en ligne via des outils tels que des outils de visioconférence, mais ça a été aussi quelquefois des propositions combinées, plus sophistiquées, allant de l'hybride jusqu'au comodal, en passant par des initiatives s'appuyant sur des plateformes existantes, par exemple la plateforme AppleLearn, ou alors sur la construction carrément, dans certaines alliances françaises, de nouvelles offres sur mesure. Ces premières réponses apportées dans l'urgence font apparaître des enseignements pluriels. Le distanciel, avec des outils numériques appropriés, permet à l'évidence de toucher de nouveaux publics géographiquement, mais aussi par des offres mieux ciblées. Alors, je donnerai deux exemples. C'est quelquefois des publics trop éloignés des alliances françaises, dans des territoires vastes. Je pense entre autres au réseau indien et à des alliances françaises qui ont des possibilités, grâce à ces nouveaux outils, d'atteindre des étudiants qui n'auraient pas pu se rendre à l'alliance française. Mais c'est aussi des offres mieux ciblées, et je pense notamment aux cours du soir. Les cours des soirs, ça a été très important pour les alliances françaises, ça ne l'était plus, mais aujourd'hui, on peut probablement toucher des salariés, des gens qui ne peuvent pas ou qui pourront difficilement se déplacer grâce aux cours en ligne. Mais le tout numérique n'est pas toutefois un horizon pour les alliances françaises qui considèrent que le présentiel a vocation à rester au cœur de l'offre globale. Donc, le numérique doit pouvoir contribuer à enrichir et à diversifier l'offre sans dénaturer le lien entre, par exemple, l'Alliance française et ses publics. Alors, en résumé, en 2021, ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses. Et la première chose, c'est accélérer la transition numérique pour l'offre de cours, d'ailleurs comme pour l'offre culturelle et l'action culturelle. J'insiste sur ce fait car pour les alliances françaises, les deux sont liés et l'action culturelle doit profiter aux cours, donc je crois que c'est important de le rappeler. Il s'agit de répondre à la crise en touchant donc de nouveaux publics et de préparer l'avenir dans lequel le présentiel devra retrouver quelquefois une place conforme à ce qui était attendu dans une alliance française. Il s'agira aussi de moderniser nos structures en s'appuyant notamment
sur des outils nouveaux. Il est important pour nous de faire en sorte que les outils type CRM, gestion de bases de données, soient mieux adaptés aujourd'hui à cette nouvelle offre de cours. Nous allons aussi travailler sur la mutualisation des compétences et des ressources. Je crois qu'il est important aussi que des propositions comme celle que Judith Rose nous a faite concernant la professionnalisation, le rôle de l'Institut français, tout ça va nous amener à faire que pour la professionnalisation, pour l'échange de bonnes pratiques, pour l'innovation, tout ça doit se faire grâce à la mutualisation. Ce sont des leviers considérables pour consolider les fonctions support de nos alliances françaises. Il faut réaffirmer, je le disais tout à l'heure, la mission culturelle des alliances françaises grâce justement à ce lien que l'action apporte à l'enseignement. Et puis enfin, pour terminer, je crois que 2021 va être l'occasion de développer les partenariats en se projetant dans son territoire comme un acteur éducatif à part entière. Alors, c'est évidemment quelque chose que nous pourrons faire en nous rapprochant des postes diplomatiques, de l'Institut français et de tous nos partenaires qui nous aideront, et c'est le grand message de 2021, du pain sur la planche, mais beaucoup d'espoir de transformer notre réseau. Voilà ce que je voulais dire en substance. Merci. Merci Jean-François pour ces paroles d'espoir qui nous portent évidemment. Alors j'entends au gré de vos discours des mots qui reviennent, continuité comodale. On en reparlera aussi dans la conférence de Bernard Cerchilini sur les nouveaux mots qui sont apparus au cours de cette crise. Ce que j'entends aussi, c'est qu'au fond, cette accélération, pour reprendre un peu la thématique de la nuit des idées et l'intervention d'Hartmut Rosa, cette accélération, il ne faut pas qu'elle soit subie et on a les moyens aujourd'hui de décider ce qu'elle peut être d'une manière positive. Donc ça, c'est effectivement une chance à saisir et l'enjeu, c'est finalement d'être en résonance avec les besoins du terrain et d'être en résonance aussi entre nous, d'où la multiplication de ces tribunes, de ces dialogues, de ces travaux qu'on essaye fructueux ici à Paris, de partenariat pour proposer des offres intégrées, intelligentes, qui puissent être utiles. Alors Judith, tu évoquais ce travail initié avec la Chambre de commerce, la CCIP, et donc du coup, je profite de cette annonce pour donner la parole à Cécile Eccal qui nous a rejoint. Merci. Bonjour à tous, chers acteurs de la francophonie. Donc, je suis Cécile Eccal, je représente le Français des affaires, qui est une des activités du groupe CCI Paris de France Éducation. Le Français des affaires existe depuis plus de 60 ans et a pour vocation la promotion et la diffusion du français professionnel, aux côtés des différents acteurs de la francophonie dans le monde, dont vous faites évidemment partie. Alors, notre conviction, c'est que les langues sont des outils économiques qui constituent un atout majeur pour les compétences professionnelles des individus et aussi un avantage concurrentiel pour les entreprises dans leurs échanges internationaux. Nous avons plusieurs missions, c'est être au service des étudiantes, des étudiants, des entreprises et des professionnels que vous êtes, et cela à travers 4 activités qui vous concernent. La première, c'est évaluer et certifier. Évaluer avec les tests d'évaluation du français depuis plus de 25 ans pour favoriser la mobilité étudiante et professionnelle dans le monde. Certifier avec des diplômes de français professionnels qui valident des parcours de formation. Nous avons plusieurs spécialités. La plus ancienne, c'est celle du français des affaires. Il y a aussi le français du tourisme, qui a un peu moins le vent en poupe en ce moment, évidemment, mais aussi le français des relations internationales, qui a été créé à la demande de l'OIF et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et plus récemment, le français de la santé. La deuxième activité, c'est de former des formateurs partout dans le monde pour l'enseignement du français professionnel, en présentiel et en distanciel, sur la base d'IFOS en partenariat avec l'Institut français et dans le cadre de BEC régionaux en partenariat évidemment avec France Éducation Internationale. La troisième activité, c'est de mettre à disposition des ressources pédagogiques gratuites en partenariat avec TV5 Monde, RFI, des startups de l'EdTech. Et enfin, la quatrième activité, c'est d'accompagner le réseau culturel français et tout centre de langue, université, lycée professionnel, dans le développement de leur offre de cours avec les clés du français pro en partenariat avec l'Institut français. Nos priorités, c'est évidemment de nous adapter à la situation. Cette année Covid a été une année de tous les défis où vous
Vous avez toutes et tous fait preuve plus que jamais d'ingéniosité, de persévérance, d'adaptation pour contribuer à la promotion, à la diffusion de la langue française. L'équipe du Français des Affaires, bien qu'en télétravail, est et veut rester proche de vous. Nous poursuivons notre accompagnement et nos services à distance. 3 exemples pour l'illustrer. Le lancement au plus fort du confinement des rendez-vous hebdomadaires, nous avons appelé le mardi du Français des Affaires, pour continuer gratuitement nos actions de formation. Ces webinaires réunissent une centaine de participants du monde entier et sont visibles en rediffusion, bien sûr. L'accompagnement des centres, au moment de leur reprise des sessions, avec le respect des règles sanitaires, nous avons été là aussi présents. Et enfin, un 3e exemple, c'est le lancement avec TV5 Monde d'une nouvelle collection de ressources pédagogiques du Français des Affaires. En 2021, nous travaillons encore plus à la création de matériel pédagogique qui sera sur notre site, du Français des Affaires, et à la création d'un dispositif hybride de formation, de formateurs, pour toujours mieux vous accompagner dans la transformation de vos activités. Vous l'avez compris, nous travaillons avec beaucoup de partenaires. Et ce large tour de table auquel vous assistez, et comme l'a dit tout à l'heure Judith, vous montre une fois de plus que si tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Alors nous sommes à vos côtés, à votre disposition, et donc je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Cécile. Finalement, on rejoint ici les propos de Jean-François. Cette crise, comme toutes les crises, offre des nouvelles opportunités, et notamment des nouveaux publics. Et c'est peut-être aussi voilà, un créneau. Le succès de ces webinaires et du mardi illustre bien. C'est pas pour rien qu'effectivement, les gens se sont rassemblés autour des créneaux que vous ouvrez. Alors, notre public, effectivement, c'est un public du réseau culturel, mais c'est aussi le public de la francophonie. Alors, j'ouvre encore un petit peu plus l'horizon pour laisser la parole à Claire Extramiana qui va nous parler aussi de l'extraordinaire travail qui a été fait autour du dictionnaire des francophones et comment la DGLLF œuvre elle aussi à soutenir les acteurs de la promotion du français à l'international qui nous écoutent. Claire, merci à toi. Donc, bonjour chers participants du stage Belk d'hiver. Tout d'abord, je tenais à remercier France Éducation Internationale pour cette invitation à participer à cette table ronde institutionnelle. La délégation générale à la langue française et aux langues de France, vous ne la connaissez pas forcément, mais sachez que c'est un service du ministère de la Culture, un service à vocation interministérielle qui travaille sur les politiques linguistiques, qui porte différents dossiers politique linguistique dans la période actuelle et malgré la période sanitaire extraordinaire que mes collègues n'ont pas manqué de souligner, de commenter, nous travaillons d'arrache-pied sur la mise en œuvre du plan présidentiel langue française et plurilinguisme en contribuant à plusieurs des mesures annoncées en partenariat avec un certain nombre d'institutions, et certaines sont autour de la table ce matin, ou bien très directement, ainsi du projet de Villers-Cotterêts ou du projet des dictionnaires des francophones évoqué à l'instant par Juliette Salabert. Donc je vais évoquer ces deux projets à côté de 3 autres actions portées par mon service. La future Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts, c'est actuellement la pierre d'angle d'une politique linguistique renouvelée qui est appelée à refléter les réalités propres à la langue française. Nous avons coutume de parler de langue de partage, de langue de création, d'innovation, de cohésion en lien avec la langue française dans ce cadre. Il s'agit d'une perspective qui n'est pas que nationale, la DGLF intervenant au niveau national, mais aussi international et aussi local sur un territoire donné qui est celui de la région des Hauts-de-France, dans le nord de la France. Les travaux de rénovation du château de Villers-Cotterêts sont en cours. La Cité internationale de la langue française devrait être inaugurée en 2022. Elle proposera à ses visiteurs un parcours de visite, une programmation, des ressources axées sur l'innovation en matière d'apprentissage du français et aussi sur les technologies de la langue.
Un mot sur le parcours de visite permanent dédié au français langue monde. Le visiteur, c'est-à-dire nous, débutera son voyage par une plongée dans la francophonie. Il découvrira que le français est une langue composite qui a évolué au fil du temps, phonétiquement, mais aussi dans les mots qu'il a empruntés à d'autres langues. Il comprendra la relation entre la langue et l'État au travers de dates clés qui marquent encore notre quotidien de citoyens en France et dans d'autres pays du monde. Petit rappel, c'est en 1539 que François Ier, le roi François Ier, a signé l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui a rendu obligatoire, à la place du latin, l'usage du français dans les actes de l'administration et de la justice du Royaume de France. Dans le prolongement de Villers-Cotterêts, je souhaitais vous parler des pactes linguistiques que nous mettons en œuvre avec les collectivités territoriales. Ce nouveau dispositif permet de mettre en réseau les acteurs concernés sur le territoire et aussi d'agir à partir de priorités en faveur du français, de la francophonie et des langues régionales. Un premier pacte linguistique a été signé dans la région Hauts-de-France en décembre dernier, associant la région, le département de l'Aisne, où se trouve le château de Villers-Cotterêts, et la communauté de communes dont fait partie Villers-Cotterêts. Ces trois collectivités territoriales et le ministère de la Culture sont engagés à renforcer leur coopération au regard des priorités territoriales identifiées, cohésion sociale, à savoir lutte contre l'illettrisme, maîtrise du français et action culturelle, promotion de la diversité culturelle et linguistique, innovation et technologie du langage. D'autres pactes sont en préparation pour les mois à venir. J'en viens au dictionnaire des francophones. Il s'agit d'un dictionnaire numérique et collaboratif pour illustrer et faire vivre la richesse de la langue française dans le monde, qui prendra la forme d'une application. Donc, ce dictionnaire répond au besoin d'affirmer la richesse du français dans toute la diversité de ses expressions sur les 5 continents et pour tous ses locuteurs. C'est ainsi qu'il est mis en avant dans le plan présidentiel langue française et plurilinguisme, rappelant que la langue française est aussi une langue de l'Afrique. Pour mémoire, le discours du président de la République devant la jeunesse à Ouagadougou avait bien rappelé ça, et je le dis en particulier à l'intention des participants au stage belge d'Afrique. Ce dictionnaire permettra la consultation de milliers de mots venus de toute la francophonie, réunis au sein d'une même interface, près de 500 000 termes au lancement et à terme, peut-être 1 million de références. Parce que le français appartient à tout le monde, chacun où qu'il soit aura ainsi son mot à dire. C'est là le slogan du dictionnaire des francophones, porté par une ambition scientifique, avec des experts issus de toute la francophonie, réunis autour de Bernard Cerchilini, et aussi une démarche collective participative qui permet finalement d'inscrire dans la démarche tout usager du français qui souhaiterait ajouter sa pierre à l'édifice. C'est là, je voulais quand même le mentionner, c'est un partenariat entre le ministère de la Culture, la DGLFLF, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l'Agence universitaire de la francophonie, un projet réalisé par l'Institut international pour la francophonie de l'Université de Lyon 3. En lien avec le numérique et avec ce qui vient d'être dit, je voulais mentionner le Forum international Innovation, Technologie et Plurilinguisme que nous préparons pour la présidence française de l'Union européenne qui se tiendra au premier semestre 2022. Et pour clore cette présentation des actions que nous portons en lien avec nos partenaires et à l'approche de la Semaine internationale de la langue française et de la francophonie du 13 au 21 mars, donc le mois prochain,
je voulais mentionner une opération qui nous tient à cœur, que vous connaissez peut-être, l'opération 10 mois 10 mots. L'édition 2020-2021 s'est intéressée à l'air, avec un slogan « 10 mois 10 mots qui ne manque pas d'air ». Et c'est une opération de sensibilisation, comme vous le savez, qui est mise en place avec le concours des organismes de politique et d'aménagement linguistique de la francophonie du Nord, la France, la Belgique, le Québec, la Suisse et l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, les 10 mots à écrire, à slammer, à chanter, à filmer, les voici sur le thème de l'air, le substantif elle, le substantif allure, le verbe buller, je poursuis, chambre à air, décoller, éolien, feune, fragrance, insufflé, vaporeux. Voilà, c'est sur donc ces 10 mots avec lesquels je vous invite à jouer et aussi avec lesquels je vous invite à porter diverses initiatives auprès de vos publics, que je vous quitte en vous souhaitant une très bonne continuation dans la période actuelle, en espérant aussi vous avoir intéressé avec ce bref exposé sur ces actions portées dans le cadre d'une politique de la langue, une politique du français et du plurilinguisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup Claire à toi d'avoir évoqué ces projets effectivement qui nous nourrissent et qui circonscrivent bien nos actions à la fois dans le temps avec cette perspective très longue de Villers-Cotterêts qui nous rattache à un moment historique, la fondation de la langue française et qui nous amène à construire un futur et puis aussi spatialement dans l'espace avec cette francophonie et ce dictionnaire ouvert qui nous ouvre les horizons les plus larges. Alors il est temps maintenant pour moi de céder la parole à Marc Boisson de la Fédération internationale des professeurs de français. Alors, Marc, j'espère que vous n'avez pas profité de l'année 2020 pour buller et que vous avez effectivement pu décoller avec votre réseau et que vous avez surtout pu insuffler des idées nouvelles. Je te laisse la parole, Marc. Merci, Juliette. Eh bien, j'espère et je pense que vous connaissez tous et toutes la Fédération internationale des professeurs de français, dont je vous la présenterai très rapidement. Donc, c'est un réseau qui a été créé en 1969, qui a fêté ses 50 ans en 2019, la FIPF compte 200 associations adhérentes sur les 5 continents et son siège est à Paris. Elle est également composée de commissions représentant les grandes régions du monde. Alors, quels sont les grands dispositifs de la FIPF auxquels les professeurs, donc vous, pouvez avoir accès? Eh bien, ces dispositifs, tout d'abord, il est important de préciser qu'ils sont développés avec des partenaires, en partenariat et avec le soutien de l'OIF, en partenariat avec le soutien des ministères français de l'Europe et des Affaires étrangères, de l'Éducation nationale et de la jeunesse, de la culture, de l'Institut français et également de Wallonie-Bruxelles internationale. Je voudrais vous parler peut-être en premier lieu de la Journée internationale des professeurs de français, dont la deuxième édition, pardon, car il y en aura d'autres. La deuxième édition s'est déroulée l'année dernière, comme à l'habitude, toujours le dernier jeudi du mois de novembre. Chaque année, donc, cette célébration, comme vous le savez, correspond à une thématique différente. Vous pouvez participer à la Journée internationale des professeurs de français par le biais de la structure dans laquelle vous travaillez, au Comité national d'organisation. Cette célébration s'adresse à tous les enseignants de français, indépendamment de leur appartenance ou non à la FIPF. Alors, je ne vais pas vous mentionner les URL que je vais citer, pardon, tout ça apparaîtra dans les documents qui seront mis à disposition. Je voulais vous parler également du module accessible gratuitement sur CIEP+, donc en partenariat avec France Éducation Internationale, réalisé par la FIPF, qui permet de nous connaître et de connaître les associations. Il s'appelle « Connaître les associations de professeurs de français et la FIPF ». C'est un module qui est accessible gratuitement pour toutes et pour tous. Vous parlez également de la carte internationale des professeurs de français. C'est une carte avantage que nous avons lancée en septembre 2020. Cette carte, vous pouvez l'obtenir à n'importe quel moment de l'année et elle vous donne accès à des offres dans différents domaines,
que ce soit évidemment la formation qui vous intéresse en premier lieu, mais aussi l'hébergement quand on pourra se déplacer, la culture, les librairies, la presse en ligne, et pas seulement en France. Nous avons commencé et notre ambition, c'est de développer ces deux cartes avec des partenaires dans le monde entier. Alors, il y a un site également qui est mentionné dans la liste que j'ai adressée à France Éducation Internationale. Cette carte a un coût, son coût est de 15 € pour une période de 16 mois, mais de 10 € si vous êtes membre d'une association adhérente à la FIPF. Et la commande est très simple, elle se fait donc sur le site. Vous parlez également d'un projet qui est en gestation, qui va être, nous allons présenter à la fête de la francophonie, à la journée de la francophonie, qui est la bibliothèque numérique de la FIPF, accessible aux membres de la FIPF, mais aussi à tous les détenteurs de la carte internationale dont je viens de vous parler. Elle sera hébergée sur notre plateforme fipf.org. Elle donnera accès à un nombre important des numéros des publications de la FIPF, notamment 50 années du français dans le monde, la revue de la FIPF, la revue Recherche et Application, que l'on reçoit en même temps quand on a opté pour cette option, quand on a choisi cette option, qu'on reçoit en même temps que le français dans le monde, les actes également de nos congrès, vous savez que nous organisons de nombreux congrès, et puis d'autres documents comme par exemple, ça intéresse en particulier les associations, les guides pour la vie associative. Nous allons également proposer, à l'échéance de la journée de la francophonie, une boîte à outils pédagogique sur notre plateforme également, qui cette fois sera en accès totalement libre, donc sur le site fipf.org. Et puis évidemment, je voudrais mentionner notre congrès mondial. J'espère vous y rencontrer, vous y retrouver. Ce congrès va se dérouler du 9 au 14 juillet de cette année. Il a été reporté l'année dernière, comme vous le savez, et pour des raisons bien évidentes. Il aura un format hybride, ce qui veut dire que les intervenants et intervenantes vont pouvoir choisir de se rendre en Tunisie, on espère que ce sera possible, et les participants pourront se rendre sur place, pourront également suivre les interventions, s'ils préfèrent ne pas se rendre sur place, les interventions qui seront effectuées en ligne. Je voudrais terminer mon intervention par les collaborations qui sont possibles entre vous et la FIPF. Tout d'abord, l'adhésion à votre association locale de professeurs de français. Il nous semble à tous, ça a été dit par tous les intervenants d'aujourd'hui, qu'en cette période d'instabilité, nous avons tous besoin de solidarité. Et c'est bien ce qu'apporte une association et ce que vous apportez vous-même à l'association. Le simple fait de prendre part à des échanges sur les changements auxquels vous avez été contraints cette année, avec la pandémie, est un facteur important pour surmonter vos difficultés. On l'a bien vu, puisque c'est là, je reviens là un instant à la thématique de la journée internationale, c'était justement la thématique de la journée internationale de l'année dernière, et on a vu que les échanges étaient nombreux et riches sur ce sujet. Vous trouverez dans l'association de votre pays un espace de formation, également d'échanges professionnels avec des enseignants et enseignantes de divers établissements et contextes, et tout simplement un lieu de pratique de la langue française, à l'occasion par exemple des nombreux bains linguistiques qu'organisent différentes associations dans le monde. Les associations sont enfin, et la liste n'est sans doute pas exhaustive, des lieux de réflexion sur la langue française elle-même, ses enjeux, son avenir, sa place dans le pays. Si vous souhaitez exercer des responsabilités dans un cadre associatif, vous pouvez être élu membre du bureau de votre association, à la présidence, à la vice-présidente, comme trésorier, trésorière ou secrétaire général. Si vous êtes vous-même déjà enseignant de français adhérent d'une association et que cette association n'est pas affiliée à la FIPF ou ne l'est encore pas, il en reste quelques-unes encore dans le monde, l'intérêt de l'association est d'être affilié à la FIPF pour la projection de l'association hors des frontières du pays. Et vous dire quand même que le coût est quand même très modeste, puisque la cotisation de la FIPF, c'est 1 € par an et par personne, donc ça reste raisonnable.
quel que soit l'endroit dans le monde. Si vous êtes directeur d'un établissement culturel à l'étranger, favorisez l'adhésion de vos enseignants à une association adhérente à la FIPF, contribue évidemment à vos actions de professionnalisation à leur égard. On a mentionné les bains linguistiques, il y a aussi les congrès nationaux qu'organisent ces associations ou les fédérations nationales. On peut citer également les actions de tutorat auprès des jeunes enseignants et le dispositif qui vise à encourager les étudiants à devenir professeurs de français qui sont mis en place par la FIPF avec l'aide des partenaires que j'ai déjà mentionnés. Enfin, si vous êtes attaché de coopération, les associations comptent parmi vos premiers interlocuteurs. Elles sont une source de premier plan pour les contacts avec les universités, les établissements publics et privés. La FIPF collabore étroitement avec vous dans le cadre des congrès dont j'ai parlé à plusieurs reprises, mais également des actions de formation que nous réalisons pour professionnaliser les membres, les bureaux de nos associations. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots sur les actions que mène la FIPF, sur les actions récentes que nous avons menées, sur les projets qui sont développés maintenant avec l'échéance pour 2 d'entre eux à la fête de la francophonie, et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon stage belge. Merci beaucoup Marc, et merci pour toute cette énergie déployée dans ces dispositifs et ces projets nouveaux. Moi, ce que je retiens de toutes vos interventions, puisqu'effectivement notre table ronde va s'achever, je suis assez impressionnée en fait par tout le travail qui est mis en place par les tutelles et par les opérateurs pour voilà, continuer d'avancer dans le bon sens, de plus en plus ensemble. En quelque sorte, la journée internationale du professeur de français, c'est tous les jours pour vous, et je vous remercie pour ce travail. Les messages que vous donnez, finalement, ils sont de 3 ordres. Il va falloir tenir. On a déjà tenu et on va tenir. Il faut aussi savoir saisir toutes ces opportunités dont vous parliez, que vous évoquiez. Et puis, c'est à nous, en même temps, d'écrire cette histoire qui est assez passionnante, en fait. On écrit l'histoire de notre temps. Et donc, effectivement, on a cette charge assez passionnante de se sortir par le haut de cette crise et d'inventer un monde nouveau. Et ça, effectivement, on est tous, je pense, en cohérence sur ces objectifs, que ce soit ici à Paris ou vous qui nous regardez sur le terrain. Donc un grand merci encore à vous, partenaires fidèles depuis toujours, contre vents et marées, je dirais, en présence et à distance, pour avoir ouvert avec nous ce Belk numérique et nous avoir partagé cette énergie, je dirais, positive avec laquelle nous souhaitons affronter 2021. Un grand merci, comme le disait aussi notre directeur général adjoint, Monsieur Foin, que je salue, pour toutes les personnes que vous ne voyez pas, mais qui rendent ce premier Belk numérique possible et qui sont avec nous en ce moment, connectés. Et je vous donne donc tous rendez-vous pour la prochaine table ronde du Belk numérique, qui sera la table ronde média, qui réunira cette fois-ci nos collègues de TV5 Monde, de RFI, Réseau Canopé, Français dans le monde aussi, autour du thème suivant, faire communauté, créativité et solidarité pour 2021. Vous voyez, on est tous sur la même longueur d'onde. Donc, je vous souhaite un bon Belk et à très bientôt, nous l'espérons, sur notre plateforme. Merci à tous, encore 1000 fois merci. Merci à tous. Et au revoir. Merci beaucoup. Merci à nos invités. Merci à nos invités. Bon Belk.